Bonjour à toutes et à tous. Alors surtout tous, please, messieurs, cet épisode est aussi pour vous. On va parler de ménopause, on va parler de longévité féminine. Alors vous pourriez vous dire, j'en ai rien à cirer de la ménopause, mais en fait, ça concerne tellement de femmes autour de vous, ça concerne vos mères, ça concerne vos sœurs, ça concerne vos copines, vos femmes, vos filles. C'est hyper important. Ça, en fait, ça a un impact tellement énorme sur la vie des femmes, sur leur santé mentale, sur leur santé physique, sur leur forme, sur leur performance cognitive, que il faut vraiment que toute la société soit un peu aware de ce qui se passe à ce moment-là. On ose en parler de plus en plus dans la société. Je ne suis pas la première et c'est vraiment une bonne chose. Et pour lancer cette série d'épisodes sur la ménopause, qui de mieux placé que Maud Pasturo pour... Bonjour Monia. Salut Maud. Salut. Je suis très heureuse de te revoir sur 100 milliards. Merci de m'accueillir de nouveau. Maud, tu as lancé un projet autour de la ménopause qui s'appelle Ménoclinique. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, Ménoclinique, je vais faire une description assez rapide, mais c'est une néoclinique spécialisée dans l'accompagnement de la périménopause et ménopause. Une néoclinique, c'est une clinique qui offre des consultations physiques et virtuelles. Donc voilà, on va ouvrir en début 2026 des consultations dans le 17e et en téléconsultation. Et le but, c'est de répondre à ce besoin et ce manque d'offres en France, qui sont les médecins vraiment formés au sujet, qui est un sujet complexe, on va en parler. Voilà, donc pour les femmes qui traversent la périménopause à la ménopause. Alors, on va commencer par le b.a.-ba, parce qu'en plus, on a demandé à ces messieurs d'écouter cet épisode. Donc, c'est quoi la périménopause ? C'est quoi la ménopause ? Enfin, en quelques mots, quoi. En quelques mots. Alors, la périménopause commence dès l'âge de 40 ans chez une femme. Alors déjà, on va recommencer peut-être le b.a.-ba. C'est la longévité de la femme. Le premier organe à vieillir chez la femme, c'est l'ovaire. L'ovaire, il commence à vieillir quand on est dans le ventre de sa mère. Tu sais qu'un ovaire, on est avec un cheptel de follicules, et donc ces follicules, ce nombre de follicules commence à s'amenuiser quand on est dans le ventre de sa mère, ce qui est complètement dingue. Et puis il va s'amenuiser au fur et à mesure de notre vie pour arriver vers 30 ans à 10% de la réserve ovarienne. Donc ça, c'est les ovocytes, les ovules qui chaque mois... Les ovocytes, voilà. On a notre réserve ovarienne. Mais je savais pas que ça s'amenuisait avant la puberté, par exemple. Si. D'accord. Et donc, tu arrives à 10% de cette réserve à 30 ans et à 3% à 40 ans. Or, en fait, l'ovaire, il a une fonction vraiment clé qui est qu'il produit 2 hormones clés dans le corps de la femme, qui sont l'estrogène et la progestérone. Alors, on connaît le rôle de ces hormones dans la fertilité, puisque voilà, elles ont un rôle clé pour notre cycle. Mais ce qu'on sait beaucoup, beaucoup moins, c'est qu'en fait, on a des récepteurs estrogènes dans chaque système d'organes de notre corps, ce qui est absolument fou. On a des récepteurs estrogènes dans le cerveau. Par exemple, l'estrogène a un rôle clé dans les récepteurs estrogènes dans la régulation de la température du corps. Régulation de la température du corps. Des choses aussi basiques que la température du corps, quoi. Et même la neuroplasticité, la régénération génération de neurones, et puis dans tout ce qui est neurotransmetteurs, sérotonine, dopamine, etc. Donc les neurotransmetteurs, là tu parles de sérotonine, de dopamine, c'est ce qui nous permet d'être heureux, de ressentir de la joie, de ne pas être en dépression. Absolument. Et donc on a ces récepteurs estrogènes. L'estrogène a un rôle clé dans notre cerveau, mais il a aussi un rôle clé... Ce qui n'est pas du tout le cas chez les hommes, parce qu'ils n'ont pas d'ostrogène, les hommes. Alors, ils ont un tout petit peu d'ostrogène. Alors, c'est de la testostérone qui est convertie en oestrogène. Voilà, c'est des mécanismes très particuliers. Mais en fait, on fonctionne du coup extrêmement différemment. Différemment. Un autre exemple, c'est qu'on a l'estrogène chez la femme. Il est responsable de la flexibilité de notre système cardiovasculaire. Par exemple, ça permet à nos vaisseaux sanguins de rester fluides. Et sans estrogène, ils deviennent plus rigides. Notre cœur
à pomper plus fort. Et c'est les incidences de maladies cardiovasculaires qu'on voit énormément chez la femme. Je rappelle que la première cause de mortalité chez la femme, ça n'est pas le cancer du sein, mais ce sont bien les maladies cardiovasculaires. Et ça, tu vois, j'étais pas au courant. Voilà. Et c'est incroyable. Un autre rôle de l'estrogène, je vais finir là, mais encore une fois, on parle de chaque système d'organes de notre corps. C'est dans la vessie. L'œstrogène, il est là pour hydrater et pour assurer l'intégrité de la flore vaginale. D'accord. Et donc, sans estrogène, on voit des infections urinaires à répétition, des changements vaginaux, etc. Donc, longévité, estrogène. Donc, très concrètement, une femme qui aurait moins d'oestrogène, donc on arrive à la ménopause, c'est pas juste qu'elle n'est plus fertile, c'est que tout son corps chaque système d'organes de notre corps part en cacahuète, puisque l'estrogène, d'ailleurs on parle de l'estrogène comme un petit peu c'est un balme anti-inflammatoire dans l'ensemble de notre corps, et donc on parle un peu de l'hormone de longévité, parce que quand il n'y a plus d'estrogène, et donc en termes techniques, la ménopause est en réalité une carence en estrogène. C'est là où c'est un petit peu difficile de parler de ménopause. Quand on parle de ménopause, c'est un terme qui a plusieurs degrés, si tu veux. C'est un terme culturel. On parle de ménopause, c'est un moment de vie. Aussi, pour une femme, où il se passe plein de choses dans son corps, mais dans sa vie également. Il y a son rôle dans la société, il y a son rôle au travail, etc. Et tout ça est très... elle le vit ensemble, ces changements. La ménopause, en termes purement médical, c'est l'arrêt de tes règles après 12 mois. Donc, c'est l'arrêt total de ta fonction ovarienne. D'accord, donc ça veut dire que les médecins considèrent que tu es en ménopause quand ça fait 12 mois que tu n'as pas eu tes règles. Absolument. Et en général, ça arrive vers quel âge ? En moyenne, alors, même si j'entends en France, en moyenne, c'est 51 ans. D'accord, voilà. Ça c'est une moyenne. Après, il y en a qui l'ont de manière très précoce et d'autres qui l'ont de manière beaucoup plus poussée. Et donc, la périménopause, péri c'est avant, peut être entre 4 et 10 ans avant la ménopause. Et c'est en réalité, donc, on parle de carence œstrogène, donc on regarde cet œstrogène qui va baisser, mais il baisse jusqu'à ménopause où il y a 0, mais ça ne se passe pas vraiment comme ça. Donc la périménopause entre 4 et 10 ans, c'est que ton cerveau va essayer de faire fonctionner tes ovaires, leur faire lâcher un nouveau follicule, te faire ovuler, mais ta réserve s'est amoindrie, la qualité de tes ovules s'est amoindrie, et donc il essaye très fort de te faire ovuler. Parfois ça marche pas. Parfois tu as un très bon follicule qui va relâcher beaucoup d'estrogène. Parce que c'est les follicules qui relâchent l'oestrogène. Alors absolument, donc ce sont les follicules qui libèrent l'estrogène. Absence de follicules, absence d'estrogène. Voilà. Et donc entre 4 et 10 ans avant la ménopause, eh bien, on l'appelle la périménopause la zone de chaos. Pourquoi ? Parce que l'estrogène va fluctuer de manière complètement imprévisible. Suivant, parfois le cerveau, il donne le signal à l'ovaire qui n'arrive pas à te faire ovuler. Parfois tu ovules, etc. Donc c'est un peu le stop and go total. Et donc ça a aussi une incidence parce qu'on est en hyper-œstrogénie, hypo-œstrogénie, et que ton cerveau, on a aussi en périménopause beaucoup d'incidence des problématiques mentales, parce que ton cerveau, il est aussi acteur dans cette période. Voilà. C'est quand même incroyable. C'est pour ça que je voulais absolument commencer cet épisode en disant messieurs, écoutez aussi, parce que c'est-à-dire que les femmes passent entre 4 et 10 ans de leur vie active, c'est des moments, donc ce qu'on entend, c'est c'est entre 40 et 50 ans, pour beaucoup d'entre nous, à avoir des raisons physiologiques de péter les plombs, et elles arrivent à bien le cacher. Enfin, en tout cas, alors, elles arrivent à bien le cacher, ou alors on elles s'est le savent jamais pas. dit, oh là là, il y a un énorme... Oui, ou alors elles se remettent en question, j'imagine, pour plein d'autres raisons. Oui. Et elles se disent pas, en fait, là, si je fais une dépression, ou si j'arrive pas à dormir, ou si je sais pas quoi, c'est peut-être juste parce que je suis en périménopause et du coup aller voir un médecin et que les médecins nous accompagnent là-dessus, ça n'arrivait pas avant. Ça n'arrivait pas avant, donc on connaît pas très bien la périménopause. Donc c'est très important de dire que la recherche, déjà la santé des femmes, c'est une énorme énigme. Mais alors quand on parle de ménopause, c'est encore plus une énigme. Et en périménopause, c'était Marie-Claire Ever, donc cette gynécologue, mais pas gynécologue,
Nicolet, médecin très connu aux États-Unis, qui disait que sur PubMed, on doit avoir 12 000 études dans le monde sur la périménopause. C'est rien. Voilà, c'est absolument rien. Donc, on ne connaît pas vraiment la périménopause. Donc, on commence à avoir des études ou des statistiques un petit peu plus anecdotiques, mais a priori, ce serait 60% des femmes qui auraient des symptômes en périménopause. La prévalence de ces symptômes sont principalement au-delà de problématiques de cycles irréguliers, de saignements, de cycles qu'on va voir qui vont se rapprocher dans un premier temps et puis s'allonger dans un deuxième temps. Ce sont vraiment les problématiques de santé mentale. Augmentation de l'anxiété, dépression principalement, problématiques de sommeil. Et puis, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la ménopause, là, en fait, la périménopause se scinde en deux. Il y a une période où tu as une fluctuation très importante d'œstrogène. Et donc, ça, c'est une série de symptômes. Et puis, au fur et à mesure que ta fonction ovarienne, ta carence œstrogénique est confirmée, tu as des symptômes qui se rapprochent beaucoup plus de la ménopause. Donc ça, on l'observe entre 1 et 3 ans avant la ménopause. On va avoir l'apparition de symptômes un petit peu plus connus, qui sont les symptômes vasomoteurs, comme les bouffées de chaleur, comme les sueurs nocturnes, etc. Donc, effectivement, quand tu regardes, c'est entre 4 et 10 ans avant la ménopause, 50 ans, 51 ans. On vit aujourd'hui, l'espérance de vie en France d'une femme, c'est 85 ans. Et ce qui m'a vraiment fait démarrer Ménoclinique, on va parler de... Bon, il y a des problématiques de... on n'adresse pas la santé des femmes, on la connaît très mal. Aujourd'hui, il y a très peu de médecins formés. Mais c'est surtout d'informer les femmes sur ce qui se passe dans leur corps à partir de 40 ans. Donc la moitié de leur vie, en vrai. La moitié de leur vie. C'est pas seulement ces symptômes, c'est que avant la ménopause, on observe une dégradation de tous ces systèmes d'organes, et c'est une dégradation silencieuse. Et en fait, ça, c'est pas du tout ce que tu observes chez l'homme. Elle commence beaucoup plus tôt, elle commence vraiment à 40 ans. Et donc, je travaille aujourd'hui avec des gynécologues, des médecins, et par exemple, je discutais avec... un des gynécologues dans notre board, le professeur Julien, qui me disait il faut le dire aux femmes qu'en périménopause, donc c'est comme là où tu commences à avoir une prise de poids parce que ton métabolisme change, l'estrogène, il a un rôle dans l'énergie de nos cellules, dans notre résistance à l'insuline, et on commence à avoir une prise de poids. Alors qu'on mange la même chose qu'avant, et donc ça, c'est un symptôme que les femmes doivent... Autre symptôme, c'est que cette prise de poids va arriver plutôt dans des endroits nouveaux. Voilà, on va plus se focaliser sur la partie abdominale. Donc, il y a une modification de ce métabolisme. Il faut se prendre en main, avoir une bonne alimentation en amont de la ménopause, parce que ce seront des kilos qui seront très difficiles à perdre après. De la même manière, sarcopénie, donc sarcopénie, c'est la perte musculaire. À partir de 50 ans, c'est 10% par 10 ans. Mais tu as à la ménopause une accélération. Tu as une perte musculaire accélérée. D'accord, donc c'est-à-dire qu'il faut se muscler avant. Donc il faut se muscler parce que bien c'est avant. difficile de se muscler. Exactement. Oui, ça, pour le coup, les hommes et les femmes, à partir d'un certain âge plus avancé pour les hommes, j'imagine, la sarcopénie, le fait de perdre la masse musculaire, ça entraîne énormément de problèmes. Voilà, donc le plus tôt, la modification du mode de vie qui va vraiment, c'est là où tu décides de comment tu vas vivre la qualité de vie de tes 10 dernières années. Ça se fait et tu te prends en charge en périménopause. Et c'est ça vraiment qui m'anime dans la création de Ménoclinique, parce que oui, on va faire des consultations spécialisées en périménopause, ménopause pour prendre en charge les symptômes, parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de femmes souffrent. Là, les femmes viennent me voir en disant « j'ai besoin de voir quelqu'un de spécialisé, j'ai été voir 2 à 3 médecins, je souffre, aidez-moi ». Donc, il y a une première étape qui est la prise en charge de ces symptômes, mais la deuxième étape, c'est la réalisation de sa biologie et des modifications du mode de vie qui sont à implanter le plus tôt possible et qui sont extrêmement difficiles à faire. Quand on parle de modification du style de vie, il faut mieux manger. C'est quoi de faire une alimentation anti-inflammatoire? Ça veut dire quoi? Oui, mais c'est tous les sujets, justement. Moi, depuis l'année dernière, t'étais venue d'ailleurs, on fait toute une série d'épisodes sur la longévité. Et d'ailleurs, ça rentre dans ce cadre-là, cet épisode d'aujourd'hui. Donc, c'est
changer son mode de vie, en tout cas prendre conscience, après tu fais ce que tu veux, mais prendre conscience des impacts de ton mode de vie aujourd'hui sur la suite, déjà sur ta performance cognitive et physique présente, mais aussi sur l'impact sur le futur. Et là, ce que j'entends, c'est que pour les femmes, il y a vraiment, c'est important, au-delà de prendre en charge les symptômes, c'est une vraie éducation, de comprendre, en fait, voilà ce qui se passe dans votre corps biologiquement à partir de 40 ans, et d'être éduqué à ça pour pas... D'être éduqué, d'être accompagné aussi. Et j'ai une question, justement, mais toi, comment t'es arrivée à ça? Parce que je vais te faire un aveu. Moi, je viens de fêter mes 40 ans l'été dernier, et l'année dernière, j'ai eu, dans des podcasts anglo-saxons que j'adore, je voyais des épisodes, c'est très à la mode en ce moment, il y avait des épisodes sur la ménopause, il y avait même les hosts qui disaient les épisodes sur la ménopause, il faut vraiment que vous les écoutiez, c'est hyper important, c'est ceux d'ailleurs qui ont vraiment le mieux cartonné, donc je parle de podcasts anglais et américains, et j'avais pas envie d'écouter. Parce qu'il y avait un petit côté en moi qui me disait non mais t'es pas concerné, c'est bon, t'as à peine 39 ans. Et limite, je te jure, il y avait un petit côté superstitieux qui est si je commence à m'intéresser à la ménopause, ça va m'arriver plus vite. Je sais que c'est débile. Mais... Non, mais je comprends et tout donc, à fait. Et toi, je sais qu'on a à peu près le même âge, si je dis pas de bêtises. Comment ça se fait que tu t'es intéressée à la ménopause? Moi, je m'intéresse à ça parce que je m'intéresse à la longévité. D'accord, c'est la longévité qui t'a amené à la ménopause. C'est la longévité qui m'a amené à ça. C'est la longévité, et deux aussi ce qu'on appelle la médecine personnalisée. C'est-à-dire j'ai toujours considéré le corps de la femme, et nous sommes des corps hormonaux. Hormones, mode de vie sont absolument... ça va ensemble, c'est l'histoire de notre vie. Tu manges un petit peu trop de sucré, tu as une inflammation, ça va impacter tes hormones qui vont impacter ta santé mentale, etc. Tout est absolument lié. Et cette prise de conscience, elle a changé ma vie. D'accord. Et de réaliser ce qui se passe dans notre corps, qui est absolument fondamental, de comprendre et de donner ces solutions aux femmes, au moins de les éduquer, au moins de les enlever de la souffrance. Si on réussit notre pari, c'est d'avoir des médecins qui ont une compréhension à 360 de ce qui se passe. Et donc l'endocrino, il a un rôle capital. Il a un rôle capital. D'ailleurs, j'étais venue à une conférence que tu avais donnée en juin, je ne sais plus, en juin ou en juillet. Il y avait une endocrino. Alors, la ménopause, chaque système d'organes, donc c'est ça qui est difficile dans le système médical actuel, c'est qu'en réalité, ça devrait être le problème de tout le monde. Mais en étant le problème de tout le monde, ce n'est le problème de personne, à part des gynécologues. Petite parenthèse, les gynécologues en France sont des gynécologues obstétriciens. Ce ne sont pas forcément des experts pas tous des experts des hormones. Ça veut dire quoi, obstétricien? C'est qu'ils s'occupent d'accoucher, de la l'appareil obstétrique. D'accord. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui prennent en charge la santé de la femme. Et donc, il y en a beaucoup qui voient des femmes ménopausées. Qui ne sont pas formées du tout. Qui ne sont pas nécessairement formées. Alors, il faut que tout le monde se forme. Je crois que tu m'avais dit un truc, genre le temps passé par les étudiants en médecine et même les étudiants, les spécialistes en gynécologie, etc., sur la ménopause, je me souviens que c'était ridicule. Alors, c'est absolument... Je ne connais pas le nombre d'heures exactes en médecine générale, mais il y en a très peu. Notre système, c'est un système hospitalier aussi. La ménopause n'est pas une pathologie que tu vois en hôpital. Donc, il y a tout un accompagnement. Aujourd'hui, les formations que tu vois en ligne sur la ménopause, c'est 4 à 5 heures pour un médecin généraliste. Pour quelque chose qui touche... Et les endocrinos, pour le coup, donc ce que j'entends, c'est que toi, dans ton parcours, tu es passé par la longévité, la médecine personnalisée. Là, tu as pris conscience que les femmes, on était un corps hormonal. Donc, tu t'es dit, si tout est dicté par nos hormones, si on a des fluctuations d'hormones dans notre vie, ça va avoir un impact sur le reste. Et c'est comme ça que tu es allée t'intéresser à la ménopause. Oui, et dans la ménopause, et peut-être même faire un pas en arrière. Pourquoi on parle de ménopause aujourd'hui autant ? C'est que la ménopause n'était pas très connue, donc il y a un réveil culturel. Ça, c'est une première chose où les femmes disent j'en ai marre d'être mise au placard, etc. Et non seulement il y a un réveil culturel qui est associé au fait que maintenant, il y a des solutions qui sont assez claires. Il y a un traitement qui s'appelle le traitement hormonal de la ménopause, sur lequel on a fait une énorme pause pendant 10 ans. Voilà. Et donc, ça n'est que récemment qu'il a été réhabilité.
raconte-moi cette histoire de pourquoi on a fait donc traitement hormonal de substitution, c'est ça? Alors oui, puisque tu es en carence hormonale. Donc c'est de prendre des Donc, hormones. on dit, cette carence hormonale, on l'a vu, elle a un impact sur la santé de la femme à Et 360. sur tous les organes. Donc, on va supplémenter des œstrogènes. On va en supplémenter des œstrogènes qui sont bioidentiques. Donc, dans la nature, est exactement celle que produit ton corps. Et ça existait depuis très longtemps. Alors ça existait jusqu'en 2002. Petite parenthèse, avant 2002, 40% des femmes ménopausées étaient sous le traitement hormonal de la ménopause. Arrive une étude. Et pourquoi? Pour les bénéfices du traitement hormonal, qui sont les mêmes bénéfices pour lesquels on l'a réinstauré récemment. Réduction des maladies cardiovasculaires, je le répète, première cause de mortalité chez la femme. Réduction de l'ostéoporose, une femme sur 2 va avoir de l'ostéoporose, réduction de 20% de la mortalité toute cause. Voilà. Et en 2002, qu'est-ce qui s'est passé? En 2002, une étude qui s'appelle la WHI, Women's Health Institute, qui nous vient des États-Unis, avec un THM à l'américaine, c'est-à-dire synthétique. C'est quoi un THM? Alors, THM, traitement hormonal de la ménopause. Et donc, ce traitement, cette étude, elle a été effectuée auprès de 20 000 femmes et elle montrait, alors elle avait été initiée pour étudier justement les propriétés de réduction de mortalité cardiovasculaire, risque cardiovasculaire. Et donc, ils ont été chercher des femmes qui avaient plus de 60 ans, qui étaient à fort risque cardiovasculaire. Et ils leur administraient un THM qui est un THM synthétique. Donc ce n'est pas le THM à la française. Voilà. Et donc, il a été montré une légère augmentation du risque du cancer du sein. Et là, c'est parti en cacahuète. Et là, c'est parti en cacahuète. Il y a la formule de cet donc, épisode. on a fait tout. On a dit on arrête tout pendant 10 ans. Et puis, quand on dit on, c'est qui? C'est les médecins, les médias, les médecens, les médias, etc. Grosse peur du cancer du sein. Et donc ça, c'est resté dans l'inconscient. Alors on a aussi arrêté du coup, il y avait un traitement pour la ménopause. Et là, on a dit il y a plus de traitement. Bon, on va arrêter de former les médecins. Et puis la ménopause va devenir un fait de vie. C'est comme la puberté. Voilà. Et donc, on en voit encore les conséquences aujourd'hui. Donc, les conséquences que les femmes ont peur de cette ligne THM égale cancer du sein. Les médecins ont peur de cette ligne. Voilà. Donc, ça veut dire que les médecins doivent se reformer sur le THM, se réapproprier. Voilà, et ça a touché le monde entier. Ça a touché le monde entier. Et il y a eu une réanalyse, il n'y en a pas eu une, il y en a eu énormément, qui ont démontré que le THM, il doit être administré dans ce qu'on appelle la fenêtre d'opportunité. Il doit être administré avant 60 ans et avant 10 ans, puisque la ménopause est initiée à des âges différents, dans les 10 ans qui suivent la ménopause. Au-delà de ça, le risque est trop important, notamment le risque cardiovasculaire. Ça, c'est la première chose. Mais ça, c'est intéressant. C'est un peu comme, je ne sais plus où est-ce que j'avais écouté ça. Il disait, en fait, c'est comme une voiture que tu n'utilises jamais. Si tu remets du carburant dans les tuyaux, en fait, ça ne marche pas. Donc, c'est le coup de, une fois que le système a été en arrêt trop longtemps, remettre des hormones dedans, ça met le bazar. C'est pas bon. Mais par contre, tant qu'il est encore fonctionnel, entretenu, c'est très très bien de prendre des hormones, c'est ça? Donc, première chose, on l'a administré pas dans la fenêtre d'opportunité. La deuxième, c'est qu'on a administré une forme de THM qui ne se prescrit plus aujourd'hui aux États-Unis, majoritairement, qui ne s'est jamais prescrit vraiment en France, qui est le THM synthétique. Donc, ce sont des hormones synthétiques et non bio-identiques. Et donc, on a réanalysé, on a vu que l'incidence de cancer du sein est inférieure à si tu buvais, ou équivalente à si tu étais sédentaire. Ou si tu buvais 3 verres d'alcool régulièrement. Voilà. Donc ça veut dire c'est la vie de beaucoup de gens. Et voilà, c'est la vie de beaucoup de gens. Donc il y a un risque. Pas si gros que ça finalement. Voilà. Et aussi le mécanisme, c'est que le THM ne va pas provoquer
un début de cancer, bon, sur un risque très minime, comme on l'a vu, qui est si tu as un surpoids aussi, tu as plus. Si tu es en surpoids, juste en surpoids, tu as plus que de risque d'avoir le cancer du sein que si tu prends le THM. Mais par contre, le THM va peut-être faire croître un cancer existant. C'est pour ça que le THM, d'accord. Donc si jamais souvent, tu as eu il un faut cancer avoir du sein une mammographie. Ou que tu as un cancer du sein, dans ce cas-là, les médecins vont Donc pas te le l'initiation du THM se fait très souvent, le plus souvent, avec une mammographie. D'accord. Et c'est pour ça qu'il faut que tu continues à faire ta mammographie régulièrement. D'accord. Voilà. Okay. D'accord. Donc, THM, donc ce que je disais, c'est que pourquoi on parle de ménopause aujourd'hui, c'est que ce THM, qui est un traitement de référence, qui a une vraie incidence sur la réduction des symptômes, on n'en parle pas aussi, mais réduction de mortalité, risque cardiovasculaire, risque d'ostéoporose, déclin cognitif aussi. Oui, on m'a parlé des maladies genre Alzheimer et compagnie. Alzheimer. Alors, les études ne sont pas encore... mais on comprend que, d'abord, les femmes, par exemple, sont beaucoup plus à risque de la maladie Alzheimer que les hommes. Et on pense que c'est aussi du fait de l'inflammation du cerveau et potentiellement du manque d'estrogène dans le cerveau. Mais il y a simplement que le THM est aussi le traitement de référence qui va avoir une très très forte efficacité sur ce qu'on appelle les symptômes vasomoteurs. Donc ça c'est là où la vraie incidence sur la qualité de vie des femmes, les bouffées de chaleur et les seuils nocturnes, quasiment 90% d'efficacité sur... donc c'est le traitement, le gold standard de 100% des sociétés savantes de la ménopause aujourd'hui. Et c'est récent. Donc, on est en train de se réveiller culturellement. On est des femmes, on veut prendre notre santé en main. On veut culturellement on soit vu différemment, mais aussi on veut avoir accès au traitement qui va nous permettre de rester en bonne santé, puisqu'il est là. Alors, il n'est pas là pour tout le monde, il y a des contre-indications, etc. Donc, c'est un sujet qui est difficile. Une femme en périménopause, ménopause, traitement, pas traitement, ça se fait... c'est une démarche médicale assez complexe. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle se trouve difficilement aujourd'hui. Mais elle est là, la solution existe, elle doit être personnalisée et les femmes le demandent. C'est pour ça qu'on en parle de plus en plus. Elle doit être personnalisée, ça veut dire que de ce que je comprends, donc, pour un certain nombre de femmes, il n'y a pas de question. Elles doivent prendre le THM et limite, est-ce que c'est quoi? Si on prend le THM ad vitam et du coup on n'aura pas les effets de la ménopause? Je ne sais pas si tu as les réponses à ces questions. Alors oui, j'ai énorme disclaimer, je ne suis pas médecin. Je sais bien, voilà. Mais c'est pour ça. Donc tu dis, je ne sais pas. Alors aujourd'hui, il y a des sociétés, il y a des sociétés savantes. En France, c'est le GEMVI, donc la Société française de la ménopause. Et en fait, le THM, c'est une discussion sur bénéfice-risque avec ton docteur. Donc il y a des bénéfices suivant les symptômes, suivant tes antécédents. Suivant ce que tu préfères aussi, parce qu'il y a plein de modalités d'administration du THM. Tu peux le faire en gel, tu peux le faire en patch. Il y a différents types de THM aussi. Donc, c'est une discussion éclairée avec ton médecin. Voilà, il y a des guidelines et parfois ton état personnel fait que on va faire une exception. Voilà, donc sur la durée du THM, ça c'est une des questions. C'est une question que tu poses à ton médecin. Absolument. Mais du coup, l'enjeu, c'est de reformer ou de former les médecins pour que ces discussions éclairées puissent avoir lieu. Oui, et donc, quand je te parle de balance bénéfice-risque à discuter avec ton médecin, c'est important que toi, tu connaisses les solutions. C'est important que le médecin en face, il connaisse ses solutions. Et c'est pour ça qu'on a autant de discussions aujourd'hui qui sont un petit peu... alors là, tu vois plein de contenus sur la ménopause. Même pour moi, pour tous les médecins, ça avance. La recherche avance assez rapidement. Tu as aussi une approche qui peut être différente par les sociétés savantes aux États-Unis versus la France, etc. Donc c'est très confusant. Donc c'est important, et c'est ça aussi. Donc on travaille avec des gynécologues dans un board médical pour avoir une sorte de consensus et de trouver les médecins formés en face et de pouvoir éduquer la patiente aussi bien sur les solutions possibles. Et je ne sais pas si tu as creusé ce point-là, mais que
que font les femmes qui peuvent pas prendre le traitement ou voilà est-ce que du coup elles attendent tranquillement d'avoir toutes ces maladies horribles et tout leur corps qui se dégrade? Alors, ou est-ce qu'il y a des s'il choses y avait, c'est là aussi où, de nouveau, moi j'adore ce que je fais, parce que je travaille avec des médecins tous les jours. Donc, professeur Julien qui me disait, vous savez, s'il y a un médicament pour la longévité en général, mais pour la ménopause, c'est l'exercice. D'accord, Voilà. le sport. Le sport, ça reste, voilà, s'il y avait une magic pill, c'est le sport, parce que ça met en place toute une série de renforcements métaboliques qui va avoir un effet bénéfique sur l'ensemble de notre corps. On parle d'ostéoporose, le muscle, le mode de vie. Et ça reste... mais ce sont des changements qui sont très difficiles. Et je ne sais pas si tu as creusé jusqu'au... Là, tu parles de mode de vie. Je ne sais pas si toi, ou si tu sais que d'autres personnes le creusent, même si toi, tu n'as pas les résultats, l'impact de l'alimentation. Est-ce qu'il y a des aliments qui vont nous aider à produire plus d'oestrogènes ou pas? Oui, alors il y a ce qu'on appelle les phytoœstrogènes, qui sont parfois donnés aux femmes, en général d'ailleurs, pas même avec traitement. Encore une fois, je ne suis pas, et je pense qu'un nutritionniste ou un médecin serait beaucoup plus... C'est un domaine qui existe. C'est un domaine qui existe. En général, la ménopause, encore une fois, quand l'œstrogène part, c'est une inflammation généralisée dans le cerveau. Donc tout ce qui est anti-inflammatoire, déjà, tout ce qui est anti-inflammatoire. On va faire le lien avec la longévité. Inflammation, inflammaging, c'est un des 11 hallmarks of aging. Donc l'inflammation, dérèglement des cellules, la mitochondrie, ça, c'est probablement un des terrains les plus importants sur lesquels travailler. Très clair. Et donc toi, ce que j'entends, c'est que tu as créé Ménoclinique d'abord pour prendre en charge les symptômes des femmes qui sont en périménopause et en ménopause. Et donc, tu insistes sur le rôle éducatif aussi. On doit s'éduquer. Bien sûr. Pour être très concret et simple, tu conseilles aux femmes de s'éduquer sur ce truc-là à partir de quel âge et à quel moment Parce que on peut le dire à nos auditeurs, donc nous on se connaît bien, etc. Quand tu as créé Ménoclinique et tout, moi je me suis dit, et je t'ai dit, bon, je viens de fêter mes 40 ans, pour l'instant j'ai 0 signe de périménopause de ma vie, mes cycles sont nickel, etc. Est-ce que tu crois que je devrais demander une consultation à Ménoclinique? Et tu m'as dit non, t'inquiète, pas tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'imagine aussi que tu gères ta liste d'attente et tu essayes de prendre les gens urgents en premier parce que tu démarres et donc tu peux pas pour l'instant servir tout le monde. Mais est-ce que c'est que ça? Ou est-ce que, même si imaginons que je t'avais posé la même question et que Ménoclinique était déjà très avancée et que du coup il y avait des places, est-ce que tu m'aurais donné la même réponse? Est-ce que ça n'a pas de sens pour une femme à 40 ans qui a 0 symptômes de périménopause de venir en consultation? Alors, comme femme, tu dois faire un check-up régulier. Oui. Voilà, ce que beaucoup de femmes ne font pas. C'est-à-dire qu'après la fertilité, après tes années où tu as eu tes enfants, etc., on va plus voir le gynéco. Alors pour le coup, moi j'ai une super gynéco que j'adore, que j'embrasse. Tu as beaucoup de chance. Et qui m'a dit pour vos 40 ans, Mounia, je vais vous faire un beau cadeau, vous allez faire votre première mammo. Voilà, j'ai fait ma première mammo. Et mais écoute, elle est très en avance, donc je dirais, voilà. Donc déjà, juste au moins, continuer à voir le gynéco. Okay. Après, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas informées des symptômes de la ménopause, périménopause. Donc, il faut s'informer si c'est pour aller consulter en disant voilà, j'ai des changements. Généralement, le premier, c'est des changements dans la durée du cycle, sur un raccourcissement du cycle. Donc, mesdames, à partir du moment où vous avez des changements sur quelques mois, parce que des fois ça arrive, mais sur quelques mois, vous avez des changements sur la durée de votre cycle, vous êtes venez consulter en avance de phase. N'attendez pas. Voilà. Mais avant, c'est pas nécessaire. Avant, c'est pas nécessaire. À part être suivi par ton gynéco et savoir un peu ce qui t'arrive. Absolument. Ok. Mais non, mais ça c'est intéressant parce que j'imagine que oui, beaucoup de femmes suivent même pas trop leur cycle. Alors qu'en fait, c'est moi je me suis, ces derniers temps, je me suis beaucoup intéressée au cycle menstruel, pas dans une optique de périménopause ou de ménopause, mais plus de comment adapter mon rythme de travail. Oui, j'avais vu, tu avais fait un post super sur LinkedIn là-dessus. Ouais, j'avais fait un post. Parce qu'en gros, j'ai la chance de pouvoir le faire. Je suis chef d'entreprise, j'organise mon temps comme je veux à partir du moment où j'anticipe. Du coup, en plus, un des outils de la méthode 108 milliards, c'est l'agenda. Et donc, je me suis amusée à faire mon agenda hyper à l'avance,
avec des semaines qui sont adaptées aux différents moments de mon cycle, en me disant, il y a des moments de notre cycle où on est shiny, où on a envie d'aller faire des podcasts, où on a envie d'aller signer des contrats, etc., autour de l'ovulation. Et il y a d'autres moments où on n'a qu'une envie, c'est d'aller dans notre grotte et de se dire, OK, comment est-ce que je peux, en regardant tout ce que j'ai à faire dans ma vie professionnelle, comment est-ce que je peux adapter ça pour être en fait le plus efficace, faire chaque tâche au meilleur moment du cycle. D'ailleurs, j'ai fait un épisode avec Camille Azoulay qui est sorti sur... elle a écrit un livre sur comment s'alimenter aux différents moments du cycle. Ouais. Et effectivement, elle avait mis des mots rigolos en plus pour chaque phase du cycle. Mais c'est ce que j'ai compris et qui m'a vraiment bluffé. Moi, tu sais que j'adore... mon truc, c'est la santé mentale, la plasticité cérébrale. Notre cerveau change littéralement dans les 4 phases du cycle. Donc il y a des moments, par exemple, on va être beaucoup plus detail-oriented. Donc si tu veux prendre ton BP de ménoclinique et aller regarder en détail, il y a un moment... Avant ovulation. Voilà, exactement. Non, je crois que c'est avant les règles. La semaine avant les règles. Oui. Voilà. Donc là, c'est le moment où il faut être hyper pointu. C'est le moment où tu vas faire des super bilans, où tu vas justement te dire, les 6 derniers mois, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. C'est le moment où on est efficace pour ça. Il y a d'autres moments où ça va être notre créativité qui va... Et donc, une fois qu'on comprend ça, mais... En fait, ça nous rend... C'est plus genre... Avant, je pense que j'avais plus une approche de me dire comment je limite les dégâts du fait que j'ai des cycles. Ouais. Et maintenant, je me dis, mais c'est ça qui fait ma force. Et le fait d'avoir des cycles, en fait, ça lâche une puissance de malade. La même chose après. Ouais. Parce que ce qui se passe à partir de la périménopause, c'est que là, tu n'es plus dans un système... Oui, tu es dans un système de cycle, donc il faut que tu le manages. Mais en plus, tu as des symptômes qui commencent à apparaître. Ouais. Donc il faut les comprendre, il faut les manager, ces symptômes. Ouais. Donc là, c'est une démarche... il va falloir que tu sois beaucoup plus investi dans ta santé. Il faut que tu le fasses éclairé. Voilà, c'est le plus important. Savoir ce qui se passe. Quel que soit ton choix par la suite, je pense que ce qui manque le plus, et encore une fois, ça change, c'est en train de changer là. Je sais pas, t'as vu la campagne placardée dans le métro parisien, sécheresse vaginale de Naturalia. Voilà. Va y avoir une masterclass de L.com là sur la ménopause, donc c'est bon, c'est en train d'arriver. C'est à la mode. C'est à la mode, et donc c'est une super nouvelle parce que les femmes vont pouvoir faire des décisions éclairées. Voilà. Alors que pour l'instant, toutes les femmes cachées... Toutes les femmes cachées, elles ne comprenaient pas forcément très bien, ou elles avaient des idées reçues. Il y en a encore beaucoup à dégommer sur le THM. Oui, pareil, un autre mythe. On va sortir un petit guide sur le THM, un autre mythe qui a la dent dure. Le THM, traitement hormonal, c'est comme la pilule contraceptive. Ça n'a absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Ouais. On est sur le traitement d'une carence hormonale, sur le traitement hormonal de la ménopause, carence hormonale, comme on le fait d'ailleurs sur la thyroïde ou d'autres. Mais la pilule contraceptive, c'est une pilule synthétique. Sur le dosage est 20 fois plus important que sur le traitement hormonal, parce qu'il s'agit d'arrêter ton ovulation. Donc, on ne parle pas du tout de la même... donc, mais il y a des choses qui ont la dent dure. Ça n'est pas à ma place. C'est aux médecins d'éduquer les patientes là-dessus, mais et d'aller chercher ces mythes, encore une fois, pour une décision éclairée de chaque côté. Hyper intéressant. Et... donc là, aujourd'hui, à l'heure où nous enregistrons cet épisode, t'as pas encore commencé, ça n'a pas encore ouvert, Ménoclinique ? Non. Donc tu as une liste d'attente, de ce que je comprends ? J'ai une liste d'attente, j'ai plus de 200 patientes qui attendent et qui me disent qu'elles ont... Sur les starting blocks, et c'est ça qui est difficile, c'est que ces femmes sont vraiment en souffrance. J'ai des messages tous les jours. C'est quoi le profil ? Est-ce que tu as plus de périménopause que de ménopause ? Enfin, c'est quoi Alors, pour l'instant, un petit peu plus de périménopause. On se pose... ça peut être générationnel aussi. Donc, en périménopause, tu te poses beaucoup de questions parce que si tu es juste avant la ménopause, cette période de 1 à 3 ans, tu vas avoir plus de cycle pendant 3 mois. Est-ce que je suis ménopausée ? Est-ce que je ne suis pas ménopausée ? Tu peux avoir des saignements un petit peu irréguliers. Donc, c'est vraiment des symptômes qui te font réagir parce qu'ils mettent en question c'est la période la plus sombre. La plus sombre, parce qu'une fois que c'est passé, ça y est. Et tu sais que ça va arriver, tu te poses des questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Est-ce que c'est normal, etc. Donc, on a beaucoup de femmes qui se posent des questions au-dessous de ça, mais les femmes en souffrance mentale extrême, dépression, on les met sous antidépresseurs, on dit ça va aller mieux, on va attendre la ménopause, etc.
Voilà, donc cycle irrégulier, dépression, prise de poids, énormément. Ouais. On ne le dit pas, mais ménopause, on parle souvent de 5 kilos. Dans les faits, c'est généralement beaucoup plus. Ouais. Dans la société dans laquelle on vit, la femme peut vivre ça de manière donc, très, très dure. exactement. Ouais. Donc ça, c'est une image de soi, en plus de tout le reste, qui est importante, sur laquelle il faut accompagner les femmes. Voilà, peut-être réinventer le rapport à la nourriture, voilà, changer encore une fois son mode de vie. Donc voilà, donc les femmes sont en souffrance aujourd'hui. C'est ouf. Enfin, il y a plein de trucs qui me viennent dans ma tête là quand tu dis tout ça. Je me dis, je ressens déjà je me dis, c'est un âge qui est très compliqué. Oui. Et au niveau social. Alors, tu vas recevoir Sophie Kuhn, qui est quelqu'un que j'estime infiniment et qui vraiment va te parler de la ménopause. Ouais. On est périménopausées toutes les deux, mais en ménopause et voilà le non, moi je suis pas périménopausée, laisse-moi tranquille. T'es pas périménopause. Moi je suis périménopause. Donc parler de ce que veut dire ce moment de vie pour des femmes qui l'ont vécu, avec l'image de la société. Ce qu'on m'a rapporté le plus, c'est le sentiment d'être invisible. Ouais. Voilà, avec quand tu marches dans la rue, quand tu es au boulot, voilà, tu as des problèmes dans ton couple, sécheresse vaginale. Quand tu me parles on n'en parle pas du tout de sécheresse vaginale, mais c'est parce que c'est pas connu, mais la réalité, c'est que la plupart des femmes vont souffrir de sécheresse vaginale, donc douleur pendant les rapports. Voilà, ça a trait à ta sexualité, la sexualité de ton couple à ce moment de vie, etc. Ouais, donc c'est un moment de vulnérabilité énorme pour les femmes. C'est énorme. Et donc, il faut dérouler tout ça en sexologie, en psychologie. Allons creuser plutôt justement le volet psychologique et sociétal de la périménopause et de la ménopause. En fait, je me rends compte qu'on a grandi dans des sociétés. Là, tu vois Tundia, la pub Naturalia placardée dans le métro, c'est une révolution. Oui. Moi, je sais que par exemple, quand j'étais gamine, quand j'ai eu mes règles, mais j'ai senti un truc. Mais pourtant, je sais pas, ma maman était en mode trop bien, t'as grandi. Enfin, il y avait rien de honteux. Enfin, on m'avait pas transmis explicitement que c'était honteux. Et pourtant, je ressentais une espèce de honte, je me sentais un peu sale. Je me souviens que, je sais pas, je devais être en 5e, les semaines où j'avais mes règles, mais je mettais un pantalon hyper large et un sweat noir hyper large, genre je m'habillais pas du tout comme ça le reste du temps, parce que j'avais l'impression que ça va se voir. Et donc j'ai l'impression qu'on a été éduqués, même implicitement, enfin toutes nos sociétés, sur le fait qu'il y a un truc impur avec le cycle. Il y a un truc à cacher et enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est tellement puissant chez nous et même tout le reste de notre vie, même après j'ai grandi, j'ai arrêté de mettre des sweats larges quand j'avais mes règles heureusement, mais je veux dire, ça me viendrait pas à l'esprit d'arriver à un dîner avec mes amis, même mes amis proches, et dire oh là là j'ai mes règles, je suis claquée. Si je suis entre femmes ça peut sortir, mais avec des hommes je vais pas le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, et donc dire oh là là, je vais avoir ma ménopause, ça me fait flipper, ça me viendrait pas à l'esprit. Mais typiquement, imaginons demain, t'es avec ton amoureux, ça ne viendrait pas à l'esprit de lui parler de tout ça parce que t'aurais l'impression d'être moins sexy, moins attractive, moins. Enfin, tu vois, en plus, ce que j'entends, c'est que donc nous les femmes déjà depuis toujours, on nous a appris à cacher cette partie-là comme si c'était un peu, c'était pas glamour, c'était un peu impur. Et en plus, maintenant, il y a un autre truc qui s'ajoute quand on a un certain âge. Quand tu parlais d'invisibilisation, c'est pour ça que ça m'a évoqué tout ça. En plus, ça vient avec le côté, en plus, tu vieillis, t'es périmée. Enfin, tu vois tout le... Oui, alors, deux choses. La première, c'est que moi, je suis persuadée que dans tous les mouvements, il faut que tu ailles à l'autre bout pour arriver à une solution au milieu. Donc là, on en parle beaucoup. On va continuer à en parler beaucoup pour qu'il y ait une espèce d'un sursaut culturel. Moi, la révolution ménopause, je la distingue en 3 étapes et on est au début de l'étape en France et ce sont les mêmes étapes qui sont arrivées aux États-Unis et au Royaume-Uni où là, voilà, la ménopause, tu vas chez Boots, il y a 3 rayons qui sont dédiés à la ménopause. On en parle parfois à des podcasts, mais c'est fait. Donc, le premier trait de la révolution ménopause, ce sont les femmes qui prennent le sujet en main.
main. Donc, on en parle de plus en plus culturellement, etc. Ça, c'est en train de se faire, la pub dans le métro. Okay. Le deuxième, c'est l'initiative gouvernementale. Donc, on réalise que forcément, une femme qui a une espérance de vie plus importante que l'homme, mais va vivre 20% de sa vie en mauvaise santé. Donc, on a le health span qui est beaucoup plus réduit. Donc, des enjeux de santé publique très, très importants. Des enjeux de santé au travail aussi. C'est la capacité de travail. Donc, on va faire... Il y a eu un rapport parlementaire de Stéphanie Rist récemment. Donc, deuxième, c'est le gouvernement qui s'en mêle. Et le troisième, c'est la formation médecin. Donc, tout ça va arriver. Il faut que toute cette infrastructure se mette en place. Et puis ensuite, peut-être on en parlera un petit peu moins, comme on parle un petit peu moins aujourd'hui de l'endométriose, PCOS, etc. Parce que ça y est, c'est dans les... Et le deuxième point dont tu parles, qui moi me fait beaucoup réfléchir, c'est que on est en train de redéfinir un petit peu ce que c'est que vieillir pour la femme. Donc, quand tu vois aux États-Unis une Nicole Kidman, une Demi Moore, etc., ce sont des femmes qui, à l'âge de 60 ans, 70 ans, sont des forces de nature. Et donc, ça nous donne des exemples. Et donc, ça nous fait réfléchir dans la manière dont on veut vieillir. Et aujourd'hui, on a des clés. Pour donc, par exemple, qui ne sont pas la chirurgie esthétique, mais... Ouais, pourquoi pas, pour ceux qui veulent, il n'y a pas de problème. Mais du coup, quand tu parles de Demi Moore ou Nicole Kidman, informe, parce que même moi, je ne les ai pas suivies en détail. Qu'est-ce qu'elles disent? Est-ce qu'elles parlent ou une de ça Gwyneth Paltrow qui va parler de ça en disant... Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, je prends soin de moi, donc il y a des vrais protocoles de santé, il y a une modification du mode de vie, il y a un rapport à la ménopause, au THM complètement décomplexé, et donc d'être pleinement soi. Mais ça demande... Et elles restent donc des femmes dans la force de l'âge, belles, exactement, attractives. Avec une énergie, une énergie qui est la leur. Moi, pendant très longtemps, parce que je regarde la longévité depuis 5-6 ans, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas de Brian Johnson au féminin? Il ne peut pas y avoir de Brian Johnson au féminin. Ouais. Le but de la femme, ce n'est pas le biohacking, le biomarqueur, etc. Ouais. Non. Ouais. La femme, elle doit faire des changements beaucoup plus profonds sur ce changement de mode de vie, sur l'hormonothérapie, etc. Pour arriver... Et c'est quelque part, c'est pas le biohacking, c'est une transformation d'elle-même. Oui, une transformation d'elle-même. Et c'est là où on voit que nous, les femmes, beaucoup plus que les hommes, on a eu tellement depuis l'enfance d'injonctions de la société à être jeune, à être belle, à être mince, à être je ne sais quoi, qu'il y a vraiment aussi une espèce de reprise de pouvoir, de se dire en fait, excusez-moi l'expression, mais fuck it, et ben voilà. Je vais devenir... donc tu fais ce choix, si tu fais ce choix de ce trajectoire, tu peux devenir invisible si tu le souhaites, et il y a des femmes qui malheureusement et il y a d'autres qui... Elles te disent pas qu'elles renaissent, elles deviennent meilleure, une nouvelle version d'elles-mêmes. C'est Sophie en parle très souvent. J'ai rencontré des femmes absolument dingues à 60-70 ans qui font des choses incroyables, qui sont en pleine énergie, vraiment l'énergie vitale, quoi. Okay, donc on a de l'espoir. Donc on a de l'espoir, on a les solutions. Mais oui, bien sûr. J'adore. C'est quoi un peu ton I have a dream sur ce sujet? Si tu projettes la société française à 10 ans, à 20 ans, qu'est-ce que tu... Moi, le travail est grand. C'est que chaque femme soit informée de ce qu'il arrive dans son corps et connaisse les solutions et soit bien accompagnée. Voilà. Qu'elle choisisse, si elle le veut, d'être en énergie vitale, qu'elle ait toutes les solutions devant elle, facilement. C'est ce que je veux construire avec Ménoclinique. Voilà. Ouais, c'est génial. Franchement, moi, ça me touche parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Et bon, tu bossais pas du tout dans ce domaine avant, tu étais dans le marketing, ça va te servir, hein, mais voilà. Et là, je sens que tu as trouvé ton truc. Ça fait un petit moment que je tourne autour du pot. Ouais. Je viens d'une famille de médecins, les choses ne se font jamais par hasard. Ouais. J'avais dit à mon père que je pouvais pas avoir une goutte de sang, donc tu vois. Donc là, il rigole. Mon père, qui est anciennement cancérologue, qui rigole quand je viens le voir en lui parlant de ménopause, périménopause, de mammo, de cancer du sein. Non, je pense que moi, ça m'a changé. Ça a changé ma vie, ça m'a fait voir les possibilités et puis aussi voilà ma santé, mon énergie à moi et de pouvoir amener cet éclairage au moins
aux femmes. Si je peux faire ça les 10-15 prochaines années, ça me va bien. Écoute, vraiment, je pense que tu as trouvé ta voie. Moi, j'ai envie de dire longue vie à Ménoclinique. Je pense qu'il y en aura plein, des projets comme ça. Comme tu dis, c'est une lame de fond qui est en train d'arriver. Et je suis contente d'avoir 40 ans aujourd'hui et pas il y a 20 ans. Du coup, c'était 2002. Absolument. Je me dis que je suis vernie. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçue, Mounia.